Yo, salut à tous, c'est le Rookie, j'espère que vous allez tous très bien. Vous savez, une des raisons de pourquoi j'adore autant la NBA, c'est qu'il y a 30 équipes et les 30 sont régies par les mêmes règles. Toutes les équipes de la NBA ont le même salary cap, c'est-à-dire qu'elles ont toutes le même budget pour payer les salaires de leurs joueurs. Et donc on obtient une ligue fermée avec le même salary cap pour toutes les équipes, ce qui fait que n'importe quelle équipe de NBA peut être compétitive un jour. Et grâce à ces règles qui essayent d'offrir une compétitivité maximale en NBA, on évite des situations comme on peut avoir au foot en Ligue 1 par exemple, où le PSG possède 20 fois la masse salariale de Reims. Tous les ans, le PSG est champion de régulière et va exploser tous ses concurrents, et c'est très difficile d'être supporter pour une autre équipe donc. Mais tout n'est pas aussi beau, et en vérité, il existe plusieurs grosses différences entre certaines équipes de NBA, et la ligue n'est pas totalement aussi égalitaire qu'on pourrait le croire. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Aujourd'hui, petit cours sur les marchés NBA. C'est parti. Bon, du coup, petite explication, c'est quoi un grand marché, c'est quoi un petit marché, ou comme ils appellent en anglais, big and small market. En fait, on parle de marché pour tout simplement classer les villes qui possèdent une équipe NBA en termes de taille de la ville et capacité à faire du business autour de l'équipe. C'est une définition super subjective, donc celle que je vais utiliser, c'est tout simplement de prendre en compte le nombre de télévisions par ville, par foyer. Donc je vous affiche la pyramide qui classe toutes les villes dès à présent, et on peut voir que tout en haut, on retrouve les énormes villes, les mégalopolis comme Los Angeles ou New York, et tout en bas, dans les small markets, on peut retrouver par exemple Memphis ou New Orleans. Au milieu de tout ça, on a les marchés de taille moyen comme Orlando, Atlanta. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Bah premièrement, les équipes tout en haut, les big markets, ce sont les équipes qui ramènent le plus de revenus. Par exemple, les New York Knicks, jusqu'à maintenant, c'était une équipe très nulle, voire plus que moyenne, et pourtant ça a été toujours l'équipe la plus rentable de la NBA. Et pourquoi ? Bah tout simplement parce que New York, c'est une ville énorme où il y a beaucoup de tourisme, et les gens qui viennent dans la grosse pomme ont envie d'aller voir un match NBA et donc payent très cher un ticket pour une équipe moyenne. Mais tout ça, vous et moi, Européens, on s'en fout. Nous, en France, que les Los Angeles Lakers fassent beaucoup plus de revenus que les New Orleans Pelicans, ça nous importe pas du tout parce qu'on est, de notre point de vue, ça ne change pas, il y a une égalité des salary cap. Mais il y a un facteur qui change tout et qui ruine l'égalité entre les grands et les petits marchés, c'est simplement le fait que les joueurs signent où ils veulent. Donc qu'est-ce qui se passe ? T'es un joueur NBA, tu deviens free agent après tes années de contrat rookie, tu as le choix entre signer à Memphis ou Los Angeles. La question, elle est vite répondue. Parce que c'est simple, un joueur NBA, il souhaite deux choses. Gagner des bagues et le respect et la reconnaissance. Et jouer par exemple à Chicago, qui est la 3e plus grosse ville des États-Unis, où t'as toute la ville derrière toi, ou jouer à Oklahoma City, qui est quand même bien plus petit, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui casse tout en NBA, parce que les grosses équipes, lors des free agency, quand chaque équipe peut recruter des joueurs qui n'ont pas de contrat, ils peuvent aller chercher beaucoup plus facilement les très bons joueurs à des prix plus faibles. Et à contrario, les petites équipes des petites villes vont avoir beaucoup plus de mal, vont être beaucoup moins attractives que les grosses villes, et vont devoir par exemple payer plus pour attirer des joueurs. Par exemple, cette année, lors de l'intersaison 2020, les Hornets sont allés chercher Gordon Hayward à 28 millions l'année avec un contrat progressiste, c'est-à-dire qu'il va prendre 5% en plus d'année en année. Et ils ont justifié ça par le fait que c'est un petit marché et que pour attirer Gordon Hayward, ils doivent mettre plus de sous sur la table. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Bah, les gros marchés récupèrent les joueurs très bons, et les petits marchés récupèrent des joueurs bons plus chers que s'ils avaient été à un plus gros marché. Et donc, rien que là, l'égalité en NBA se perd un peu. On voit des joueurs qui jouaient sur des petits marchés, en avoir marre de leur équipe et de leur ville, et partir pour des gros marchés, chercher une bague dans des super équipes. Récemment, on a donc eu Westbrook qui a par exemple quitté Oklahoma City pour aller jouer à Houston. On a eu Anthony Davis qui a quitté les Pelicans de New Orleans pour aller jouer à Los Angeles. Mais c'est beaucoup plus rare de voir de très bons joueurs demander leur transfert ou signer dans des moyens ou petits marchés. S'ils ont le choix, ils vont très généralement aller choisir de jouer dans une grande ville. Voilà, du coup, je pense que vous me trouvez tous hyper pessimistes. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas d'espoir pour les petits marchés. Bon, c'est faux, il existe quand même des solutions pour les petits marchés de s'en sortir.
c'est juste que ça va être beaucoup plus dur pour eux que pour les grands marchés. Pour moi, il y a 3 solutions, mais qui sont pas autant valables les unes que les autres. La première, c'est de devenir attirant par le jeu. Comme je l'ai dit avant, le but des joueurs, c'est d'aller gagner des matchs et aller chercher des bagues. Donc si ils ont une offre pour aller jouer dans une assez bonne team, même si c'est dans une petite ville, un petit marché, ils pourront éventuellement faire une croix dessus et aller jouer dans la ville en question. Ça m'étonnerait pas que dans quelques années, une superstar vienne signer à New Orleans pour jouer avec Zion Williamson et Brandon Ingram quand ils seront développés. Deuxième solution, c'est tout simplement la loyauté. Le problème avec cette solution, c'est qu'elle est très dure à accomplir parce qu'il faut réussir à drafter un futur All-Star, un futur très bon joueur, et à le garder dans la ville. Mais ça, c'est tout à fait possible. Là, je pense à Damian Lillard qui va par exemple continuer de jouer avec les Portland Trail Blazers toute sa carrière normalement. Mais je parlais d'un point sensible. Maintenant, le but, c'est pas de drafter un très bon joueur, c'est de drafter un élite. Parce qu'en vérité, on peut pas aller chercher une bague, aller chercher un titre NBA sans un joueur qui est minimum top 5 NBA. Parce que là, par exemple, si je vais regarder les équipes qui ont remporté un titre NBA depuis 2016, on a LeBron James avec les Cavaliers, on a Kevin Durant avec les Warriors, on a Kawhi Leonard avec les Raptors et on a encore LeBron James avec les Lakers. Donc il est évident qu'il n'y a qu'une petite flopée de joueurs qui arrivent à emmener leur équipe en finale NBA et à remporter cette finale. Et donc l'enjeu de la solution il est encore plus important parce qu'il ne faut pas juste drafter un bon joueur, il faut drafter Kawhi Leonard, il faut drafter LeBron James, il faut drafter Stephen Curry, il faut drafter un joueur d'un calibre MVP, pas juste un All-Star. Parce que le joueur calibre MVP comme Kawhi Leonard qui a été free agent récemment, s'il a le choix, il va pas aller signer dans un petit marché. Là, on l'a bien vu, il a quitté les Toronto Raptors pour aller signer à Los Angeles pour former une super team avec Paul George. Et c'est pour ça, ces joueurs du top 5 NBA, ils gravitent autour des gros marchés et les petits marchés, c'est très compliqué, voire impossible pour eux d'attraper un gros nom dans la free agency. Enfin, je veux dire, vous voyez Kawhi Leonard jouer à Détroit ou à Charlotte, pour moi, ça me paraît impossible. Et le pire dans tout ça, c'est que la solution de la loyauté, elle est encore plus vraie dans les gros marchés de base. Si je pense aux derniers joueurs élites qui font ou qui ont fait toute leur carrière dans la même équipe NBA, ça a souvent été des gros marchés. Il y a eu Stephen Curry aux Golden State Warriors, Michael Jordan aux Chicago Bulls par exemple, ou Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers. Mais évidemment, il y a toujours des solutions, mais ils doivent être plus que loyaux, parce qu'on l'a vu, Reggie Miller par exemple est resté toute sa carrière avec Indiana, aucune finale. John Stockton est resté avec Utah, il n'a jamais gagné de titre et a pris des branlées face aux Chicago Bulls. Et Dirk Nowitzki a gagné un seul titre avec les Dallas Mavericks. Il y a aussi Tim Duncan, mais il ne compte pas parce que comme je l'ai dit, l'intérêt des joueurs c'est de gagner. Et depuis qu'il a été en NBA, Tim Duncan et les Spurs, ça a été une super team. Il avait donc aucune raison de partir ailleurs. Et donc, il faut drafter pour ces petites équipes un joueur élite. Il faut déjà réussir à arriver assez haut dans la draft pour drafter un élite et réussir à le garder. C'est ce que n'ont pas réussi à faire le Thunder avec Kevin Durant, les Cavaliers avec LeBron James par exemple. Ou même les Spurs avec Kawhi Leonard, les Pelicans avec Anthony Davis. Bon, tout n'est pas tout noir non plus, il y a encore de l'espoir, par exemple avec Giannis Antetokounmpo qui a signé une grosse extension pour rester avec les Milwaukee Bucks. On a Zion Williamson qui va peut-être faire toute sa carrière aux Pelicans et Luka Doncic qui peut potentiellement rester aux Mavericks toute sa carrière. Attention à Luka Doncic parce que ça fait 2 années que son équipe ne suit pas du tout son niveau à lui. Et ça doit être très dur pour les joueurs élites ou qui seront bientôt élites, qui jouent dans des petits ou moyens marchés, qui sont tiraillés entre le fait de soit rester loyal pour leur équipe, soit pouvoir partir et aller chercher une bague. Le seul exemple de joueur élite qui me vient en tête qui a signé dans une petite équipe et qui a quand même réussi à aller chercher une bague, c'est LeBron James. Mais le truc c'est que croyez-moi que LeBron James, s'il n'avait pas d'attache à la ville de Cleveland, jamais il serait revenu jouer aux Cavaliers. Il est né là-bas, il avait envie de donner un titre à son équipe. Et donc, dernière solution, c'est de récupérer un joueur élite via un trade, parce que la décision, finalement, elle ne revient pas au joueur. Et là, par exemple, je pense directement à mon équipe de cœur, les Toronto Raptors, qui en 2018 avaient réussi à récupérer via un trade Kawhi Leonard, qui ne se sentait plus bien chez les San Antonio Spurs. Résultat, il n'est resté qu'un an, mais les Raptors ont pu gagner le titre. Et on l'a vu ensuite, il est parti, car l'équipe était un moyen marché, lui, il voulait absolument jouer pour la ville de Los Angeles. Mais la solution, elle reste peu probable. Je pense que le cas de Kawhi Leonard, il est assez exceptionnel, car un joueur élite qui se fait transférer dans une autre équipe, c'est très rare. C'est pour ça que d'ailleurs que la situation de James Harden aux Rockets me faisait beaucoup rigoler, parce que quand t'as un élite comme lui
qui est sur le départ, tu dois absolument tout faire pour l'accueillir dans ta ville. Et donc pour conclure, malgré les règles mises en place par la NBA pour rendre la ligue la plus compétitive possible, le problème c'est que souvent la décision elle revient aux joueurs et pas aux équipes, et que donc ce simple choix rend la ligue un peu inégalitaire. Mais la ligue, la NBA ne va rien faire, parce que ça les arrange en fait la situation. Les super teams, ça fait vendre des maillots, ça fait vendre des billets. Et donc si les super teams elles peuvent jouer dans des gros marchés, dans des grosses villes, ça arrange totalement la NBA. On va prendre un exemple tout simple, tu es les Brooklyn Nets et tu décides de délocaliser totalement avec ta super team, avec le Big Five, à Memphis par exemple. Je suis pas sûr que l'équipe soit aussi rentable parce que tu fais moins de billets, il y a moins d'habitants dans la ville. Il y a moins d'intérêt sur ton équipe. Et je pense que la NBA, elle est très contente de ce qui est en train de se passer, parce que quand on regarde les meilleures équipes qui vont normalement rejoindre les finales, on a d'un côté les deux équipes de Los Angeles, de l'autre on a Brooklyn et les Philadelphia Sixers. Donc c'est génial pour la NBA parce que les meilleures équipes jouent dans les plus grosses villes qui vont rapporter le plus de profit. Bon, sur ce, je pense avoir fait le tour de l'explication des marchés NBA. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été assez clair. Si vous êtes supporter d'une équipe d'un petit marché, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas noir. On le voit par exemple cette saison avec Utah et Phoenix qui sont premiers et deuxièmes de la conférence Ouest. Ce que je veux dire, si Oklahoma City a réussi à atteindre les finales, si Détroit a gagné un titre en 2004, si les Spurs ont réussi à construire une super team, n'importe quelle équipe peut gagner en NBA finalement. Et sur cette note positive, je vous dis à la prochaine. Ciao.